Ben voilà, il y avait une motivation au départ, c'est qu'à la demande d'Aimé Césaire, avec des camarades metteurs en scène, j'ai fait pendant 3 ans à Fort-de-France la création d'une troupe. Et avec cette troupe, le dernier travail que j'ai fait, c'était Othello, avec 17 Martiniquais qui jouaient les Vénitiens et un Blanc qui jouait Othello, qui était Alain Langlais, qui maintenant était la Comédie Française. Et Césaire avait envie que ça joue à Avignon. Malgré toutes les démarches que j'ai faites, à Avignon, ils n'en ont pas voulu. Alors ça m'a mis en colère. Et une des raisons pourquoi j'ai voulu fonder ce festival, c'est que j'avais enfin compris qu'on pouvait travailler à 10 000 kilomètres d'ici en français sans que personne s'y intéresse. Et que c'était une des raisons de comprendre que des écrivains africains de langue française n'étaient pas souvent en France. Alors j'ai fondé ce festival surtout pour ça, pour faire venir des gens qui n'étaient pas reconnus. Et le premier qui m'a aidé à le faire, c'est le président du Conseil général, M. Perronnet, qui est sénateur maintenant, à qui je veux rendre hommage parce qu'il est le premier à avoir compris l'ampleur de mon idée et il a tout de suite été celui qui soutenait le projet. Alors moi je l'ai soutenu aussi parce que j'ai mis des sous à moi dedans, puis on a commencé à fonctionner en allant faire la connaissance de gens merveilleux. Monique Blin était souvent en Afrique, elle m'a rejoint pour travailler ici, et puis c'est comme ça qu'ici sont venus des gens éminents comme Sonny Laboutancy, Bernard Zadizaourou de Côte d'Ivoire, des gens, des poètes, des danseurs, des acteurs. Et ça a été tout de suite extraordinaire. Pourquoi? Parce que tout de suite on a voulu jouer dans les bourgs. Alors j'allais voir un Camerounais au premier festival dans un bourg à 30 km d'Agen. Je lui dis ça va, il me dit oh ça va, il voit tout de suite que je suis étranger, alors ils me disent bonjour gentiment. Ben ça c'est pas une anecdote parisienne, c'est pourquoi c'était une très bonne idée de faire ça dans cette région d'accueil, dans cette région où les gens de Limousin ont le cœur gros comme ça, et ont vraiment tout de suite accroché à l'idée, au point que beaucoup de bourgs sont devenus partenaires de villes ou de pays africains, et ont été voir sur place comment ça se passait. Donc, au fond, c'est d'une banalité exemplaire ce que je raconte. On parle tous de rapprochement entre les peuples. Moi, j'ai fait mon tout petit boulot pour que ça existe. Je ne me prends pas au sérieux, je n'ai droit à rien. Mais c'était quand même une affaire étonnante quand Sonny Laboutancy, le poète congolais, disait « Maintenant, c'est curieux, le plus court chemin entre Bamako et Yaoundé, c'est Limoges. » Ben, ça faisait sens. Il fallait tout à coup faire des choses impensables, comme faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer pour voir si c'est vrai qu'il existe un non-racisme, une solidarité, une communion de pensée, une communion d'usage de la langue française. C'est pourquoi j'avais appelé dès le départ le festival des francophonies, c'est-à-dire de la francophonie de chacun, de ce que chacun faisait avec ce véhicule merveilleux qu'on appelle la langue française, que j'aime par ailleurs. Je suis belge d'origine, mais wallon, donc francophone, et j'aime cette langue parce que c'est la mienne, et puis j'y ai beaucoup trempé. J'en ai beaucoup vécu. J'ai été professeur au Conservatoire de Paris, donc j'étais plongé dans cette affaire de la transmission d'un savoir sur la langue française, parce que je pense que les acteurs sont avant tout des gens qui doivent protéger la langue, s'occuper de la langue, éviter les dysfonctionnements. Par exemple, cette aberration des hommes politiques qui ont tous le même prof de diction qui leur fait dire les institutions. Et chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression qu'on détruit un bateau ou qu'on jette un encrier sur un Dufy. Je suis scandalisé de cette agression sur la langue française par des gens qui devraient la protéger. Donc je pense que ceux qui la protègent, en tout cas le français langue parlée, c'est les acteurs. C'est pourquoi une des premières choses que je leur apprends, parce que c'est pas évident à l'école, où on apprend le français comme une langue écrite, c'est qu'il y a 16 voyelles en français et pas 5. Et c'est épuisant à quel point ils ne le savent pas. Je comprends pas du tout pourquoi on ne leur apprend pas leur propre langue. Alors naturellement, ça crée des difficultés, ça crée des régressions, ça crée des dysfonctionnements dans la tête. Il y a 16 voyelles, je vous assure, c'est officiel, c'est une chose que pas un écolier ne sait, et c'est très très fatigant. Donc il faut au Conservatoire de Paris, par exemple, il fallait 1 an
pour que les élèves réentendent les 12 sons voyelles basiques d'un vers de Racine. À partir du moment où ils croient qu'il y a 5 voyelles, comment en entendre 12? C'est compliqué, hein, c'est pas du tout évident. Alors ça, c'est pour vous dire que la langue française m'intéresse en tant que telle, mais m'intéressait aussi cette curiosité sur l'Afrique, parce que on raconte pas bien l'histoire dans les écoles quand même. C'est rarement enseigné le comportement de la nation. Par exemple, le massacre malgache en 1948, je ne vois pas des écoliers qui me le racontent. On en est encore à étouffer ça, ce qui est une absurdité totale. Si on ne peut pas se raconter sa propre histoire en tâchant de comprendre ce qui s'est passé, alors c'est très grave, je trouve. Donc, pour tout ça, je trouvais que ce festival faisait sens. Maintenant, j'ai voulu faire un rapport sud-nord, c'est-à-dire inviter des gens dans leur logique à eux, et pas dans la logique de l'invitant. Et toutes les tutelles à qui j'ai écrit à l'époque de la Fondation ont tous barré ma copie, ils ont tous remis nord-sud, ils n'ont même pas compris ce que je voulais dire. C'est quand même aussi fatigant ça, parce qu'il faut réinventer tout le temps, ne fût-ce qu'un début de courtoisie. Je ne dis pas qu'on peut décoloniser avec une baguette magique, mais un peu de courtoisie, ça pourrait quand même peut-être être d'actualité. Alors ici, je suis à Limoges en ce moment, parce que peut-être que le président du festival, M. Borzex, est peut-être étant de Corrèze du Nord, d'un territoire qui est le plus courtois de France. C'est possible, ça se trouve souvent à la campagne, ça se trouve souvent dans des endroits qui ont survécu à d'anciennes traditions. Donc il m'a invité parce que il a de la mémoire, il sait que je suis pour quelque chose, donc il m'a demandé de venir faire une sorte de réflexion sur l'avenir du festival, ce que je fais volontiers. Et justement, alors votre réflexion sur le festival maintenant et l'avenir du festival? Moi je n'ai droit à rien, chacun doit faire comme il lui semble, donc je n'ai aucune critique a priori, c'est pas mon métier la critique. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est retrouver le sens de la rencontre entre les uns et les autres. Au début, les troupes venaient 8 jours, jouaient 2 fois, et les 6 autres jours, elles s'enseignaient mutuellement, et c'était quand même très précieux ça, parce que ça laissait des traces très très profondes et très longues. C'était du travail de longue haleine, voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire comme observation, tout le restant va très bien. Ne pas s'intéresser à ce festival, c'est de la folie, parce que les autres disent qu'ils s'intéressent à la francophonie, ils multiplient les colloques, mais nous, on le fait pour de vrai. C'est la rencontre, elle est concrète depuis 25 ans. Il est passé ici tout ce que l'Afrique compte comme penseur, écrivain, acteur. C'est formidable, et c'est toujours cette virginité-là que la plupart des troupes viennent pour la première fois en France. C'est donc ça extraordinaire qu'ils viennent en Limousin, parce qu'ils sont bien reçus. Alors, comment faire pour faire comprendre ça à Paris? C'est très difficile, parce qu'ils croient qu'il n'y a que tout le restant de la France c'est des analphabètes, mais ils ont grandement tort, parce que sur certaines pratiques, Paris n'est plus fréquentable. J'avais fait venir en son temps au Théâtre des Amandiers, que j'ai fondé en 65, Kateb Yassine, mon ami, qui avait écrit une pièce, Mohamed prend sa valise, et il est venu avec des jeunes gens dépendant du ministère du Travail, pendant qu'on traduisait son œuvre francophone en arabe littéraire pour le jouer au TNA, au Théâtre National Algérien. Lui faisait en arabe dialectal une pièce qui s'appelait Mohamed prend sa valise. Donc je l'ai fait venir, et j'étais heureux de le recevoir. Et c'était une histoire extraordinaire, parce que ils sont arrivés à Nanterre, ils ont joué tout de suite l'après-midi pour les gens qui habitaient le bidonville à côté. C'était un succès, j'aime pas le mot succès, c'était une harmonie, c'était quelque chose où les gens qui devaient se rencontraient. Et puis après, on a été dans un restaurant, et là, les jeunes gens ont découvert les situations de racisme qu'ils jouaient en discours indirect l'après-midi. Je vous assure que ça fait un choc. C'est pour ça que c'est bien que ce soit dans le Limousin, les francophonies. C'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas du tout ça. Il y a une tradition d'accueil, une tradition sans doute rurale, une tradition limousine. C'est complètement autre chose. Et ce n'est possible que comme ça. Je me rappellerai toujours le premier festival, c'était
Sonny Laboutancy fait une conférence de presse en disant j'écris parce que je suis homme, parce que je suis 600 ans de silence. Quand même, on prend la leçon. Hein? Et puis, le talent qu'il avait pour inventer la langue française, la renouveler, c'était magnifique. Et puis, il y a eu des événements inouïs ici. J'avais rencontré à sa sortie de prison Wole Soyinka, avant qu'il soit très connu, et je lui avais demandé d'aller à Fort-de-France, comme il est anglophone, mettre en scène une de ses pièces qu'on traduirait. Ce qui fut fait. Et donc il était à Limoges avec sa pièce venue de Fort-de-France le jour où il reçoit le prix Nobel de littérature. Alors il dit, voilà, je vais me réjouir avec mes amis, je vais rentrer boire chez moi du vin de palme, et puis j'ai une grande idée, je vais fonder un prix littéraire africain, et j'attendrai 83 ans pour le donner à un Européen. Mais là, je trouve que les horloges sont à l'heure, là, que tout va bien, qu'on comprend enfin certaines évidences que d'habitude on ne comprend pas. Alors, voilà, ça me rend joyeux, ce genre de réflexion, parce que ça remet les choses en place. Puis, il y a eu des événements stupéfiants de rencontres diverses. Quand je voyais des auteurs africains dans des situations politiques, économiques indescriptibles, arriver à écrire une pièce par an, et moi je me plaignais de ne pas avoir de temps pour écrire. J'ai pris la leçon pour toute ma vie, je me plains plus jamais, j'écris. Ça m'a changé ma vie vraiment. J'ai arrêté de voir les murs de ma chambre si proches de moi, ils se sont élargis. J'ai élargi mon horizon de créateur en disant que j'avais vraiment du temps à perdre pour me plaindre. J'ai pris la leçon, disons. Et ça, c'est formidable, parce que c'est assez compliqué. D'abord, j'aime pas qu'on dise l'Afrique. Je préfère qu'on parle de chaque pays africain, un par un, en tâchant de comprendre les problèmes dont ils dépendent. Et l'Afrique, en général, ça veut rien dire du tout. Il y a toutes sortes de problèmes particuliers qu'on vient de connaître, ne fût-ce que par affection, mais aussi par pensée claire. Donc j'aime pas du tout Afrique en général, comme ça, c'est pas bien. Il faut essayer de comprendre, il faut essayer d'avancer, il faut essayer d'en savoir plus. Et c'est vrai que quand vous y voyagez, vous rencontrez beaucoup de fils d'anciens coloniaux qui n'ont pas fait leur mutation, qui n'ont pas basculé dans leur esprit vers une vision plus large. Et ça, c'est épuisant, parce que ça veut dire que l'histoire balbutie, qu'elle va tellement lentement. C'est pas possible qu'elle aille aussi lentement. Moi, je deviens un peu pressé, peut-être parce que j'ai l'âge d'être pressé, mais c'est vraiment... On a besoin de raisons d'espérer dans le moment que nous vivons. C'est drôle à dire, mais justement parce que le moment est difficile, il faut avoir des raisons d'espérer encore plus, parce que si on est désespéré, on ne peut rien faire de valable. Si on est amer, on ne peut rien faire de valable. Si on est ruiné, on ne peut rien faire de valable. Donc il faut avoir tout à coup, plus que jamais, le moral, l'envie que ça existe. Vous savez, il y a des régressions sur la langue française. Vous avez... j'ai été 3 ans de suite faire du théâtre à Istanbul à l'invitation des 6 lycées français tenus par des religieux. Puis il y a le lycée de Galatasaray qui est le lycée laïque. Mais ces 6 lycées français qui enseignent à des milliers de futurs cadres turcs de la langue française sont très peu aidés, c'est dérisoire. Alors que c'est un trésor. Comment vous dire, chaque fois qu'on supprime une tradition de présence de la langue, une tradition d'alliance française ou une tradition de lycée français à l'étranger, c'est grave. Par exemple, ça avait l'air d'une mesure merveilleuse, la gratuité pour les enfants des Français de l'étranger, mais c'est très, très bizarrement perçu par les gens du pays qui y mettaient aussi leurs enfants, qui y apprenaient le français. Ils ne comprennent plus pourquoi eux, ils payent et que les autres ne payent pas. Ça devient une espèce d'avancée qui en réalité est un recul. Alors, il faudrait quelqu'un qui pilote, quoi. Je vais dans des pays où tout à coup,
je m'aperçois que la possession de la langue a régressé terriblement. Madagascar, on comprend pourquoi, mais nous avions d'immenses poètes de langue française. Jacques Rabimananzar était un immense poète de langue française. Flavien Ranève, Jean-Joseph Rabier-Rivel, tous ces gens étaient des très grands poètes de langue française qui maintenant ont un peu disparu du tableau, puisque qui s'intéressent, on dit « Ah, c'est des malgaches », parce qu'on a trop de culpabilité pour en parler avec lucidité. C'est pas bien du tout. Il faut être très, très attentif comme on peut l'être, disons, quand on a des liens proches. Alors, voilà, tout ce qui concerne ce problème, la langue française a une vocation de relations internationales importantes. En Afrique, par exemple. Il y a 618 langues en Afrique, donc bon, il y en a qui sont dominantes, mais le français a une utilité de se comprendre entre des gens de pays éloignés qui ne peuvent pas communiquer sans cela. Donc, de ce point de vue-là, ça reste important et ça reste essentiel qu'on n'uniformise pas tout, enfin, que le basic English ne devienne pas la règle générale, c'est insupportable. Là, je suis très patriote. Et si vous voulez nous parler aussi de toutes les créations que vous avez faites dans votre vie, de festivals, Ben, vous savez, ça fait rire. J'ai fait le théâtre Sorano de la Seine, j'ai fait le théâtre des Amandiers de Nanterre, j'ai fait le festival du Pont du Bonhomme à Lanester. J'ai à Agen mon 18e théâtre, de ceux que j'ai construits, que j'ai fait faire, où j'ai été à la base. C'est mon préféré, je dois dire, parce que celui-là est un hommage à Agen, il faut venir le voir. C'est un hommage à Inigo Jones, qui était l'architecte du premier théâtre du Globe avant le Globe. Donc c'est une scénographie très très marquée historiquement, mais qui est merveilleuse pour y travailler. J'ai donc une scène de 19 mètres de profondeur pour un petit théâtre de 125 places. C'est très très curieux. Puis j'y ai mis des murs blancs parce que mes collègues sont fous de croire que le blanc n'est pas une couleur théâtrale. Au contraire, la lumière dans les murs blancs fait une réflexion dans les yeux des acteurs qui crée de la gaieté. Et je suis sensible à ça. Puis c'est le seul théâtre de France où il y a des fenêtres qui s'ouvrent. Donc y faire court avec des fenêtres qui s'ouvrent au printemps et en été, c'est très agréable. D'autre part, je crois qu'on est tous enterrés dans des grands trous tout noirs sans fenêtres à cause de la Saint-Barthélemy. Mais enfin, je crois qu'il y a prescription maintenant. Je ne comprends pas pourquoi, sinon, tous les théâtres... parce que les fenêtres, elles se ferment, mais il y a des volets, c'est tout simple. Je veux dire, c'est pas... Mais c'est aéré chez moi. Il y a des tas de réflexions à avoir comme ça sur ce rendez-vous étrange du soir où à heure fixe, nous racontons l'histoire des humains avec des grands acteurs qui jouent des grands rôles en devenant différents psychiquement à vue. C'est tout à fait étonnant comme métier. Grâce au langage. C'est donc... Et alors quelqu'un est dans la salle, il a apporté son silence contre le prix de la place, et vous êtes en train de jouer, et tout à coup vous savez que là, quelqu'un vient de penser, eh bien mon vieux, c'est exactement ça que je voulais dire. Nous traduisons le silence du spectateur avec des textes qui ont fait leur preuve, ou qui sont neufs, mais c'est un métier très curieux, parce que je vais vous raconter une anecdote qui va loin pour ça. Je viens de décider, avec les étudiants de mon école supérieure d'Agen, on va jouer dans les 318 bourgs du Lot-et-Garonne. Donc je fais ce que j'ai fait toute ma vie, moi. Mais d'abord, là, on se marie tous les soirs, c'est le bonheur absolu. On est reçu, vous n'imaginez pas comme. Et je faisais déjà ça quand j'étais à Limoges, en faisant le Printemps des Granges à l'âge de Sérou. Mais c'était cette façon de travailler continue, de me tenir à cœur, continue d'avoir une importance majeure. Parce que, comment vous expliquer?
l'avenir du théâtre, il est dans les mains de ceux qui n'y vont pas encore. Mais pour l'instant, nous sommes à un système qui est le tout médecine. Dans mon petit théâtre d'Agen, dans des difficultés financières inimaginables, j'ai quand même donné à l'URSSAF 600 millions de centimes depuis que j'y suis, ce qui est totalement siphonné, quoi, hein, à peu près 1 million d'euros, quoi. Et alors, je vous raconte l'anecdote suivante que j'aime bien raconter. Le maçon qui a fait la grange où j'habite a mal à l'épaule, donc il a pris sa retraite, et il est dans un petit village des environs de Sainte-Livrade, avec sa femme, et leurs 3 filles sont parties à Paris comme infirmières, et ils sont là tous les deux, sa femme et lui, et il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de bistrot, il n'y a pas de théâtre. Alors, ils ont inventé un système implacable pour finir la semaine. Quand donc finira la semaine, disait Apollinaire, tous les mercredis, ils vont tous les mercredis de l'année, ils vont chacun chez un médecin différent pour pouvoir se raconter au dessert ce qui leur arrive. Mais c'est hors de prix comme système. Vous comprenez, ce tout médecine est une folie. Nous, on fait ça, ce qui leur arrive, on fait ça depuis Sophocle pour 500 personnes d'un coup. Pas dans un rapport duel, chacun de son côté, ça coûte une fortune. Nous sommes dans cette aberration-là. Et les gens qui ne comprennent pas qu'il faut aider les gens de théâtre sont complètement siphonnés. C'est pas moi qui ai inventé la catharsis, ça existe depuis longtemps. Hein. L'URSSAF devrait me subventionner. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc nous sommes au tout médecine, qui est une folie. Les médecins d'ailleurs s'ennuient tellement qu'ils sont la moitié du personnel politique et médecins. Allez comprendre pourquoi. Ils ne sont pas acteurs. Hein. Nous, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on sait quelle efficacité ça peut avoir dans la vie d'une cité. Alors voilà, ça n'avance pas vite non plus, là, parce que nous sommes indispensables à la survie de la langue parlée, déjà. J'ai même écrit dans un poème, en somme, nous jouons gratuitement, parce que notre gardiennage de la langue parlée suffit à justifier les salaires. Et puis, il faut quand même voir l'immense tradition que ça représente, où ça n'arrête pas de faire des progrès. Les acteurs français font des progrès. Si vous regardez les figurants ou les petits rôles du cinéma d'avant-guerre, c'est pas toujours très bon. Ça a fait des progrès gigantesques. Donc, peu de gens analysent ce progrès comme une forme d'espoir pour la vie quotidienne. Car enfin, qu'est-ce que la politique, sinon l'intuition qu'on peut faire du bonheur dans la vie quotidienne? Si c'est pas ça, ça sert à rien. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes parfaitement sous-estimés pour les services que nous rendons, et on fait tout le temps le bilan de ce que ça a coûté, et jamais le bilan de ce que ça rapporte. Si je vous un exemple concret, si on fait des travaux dans un lieu historique, on va faire le bilan de ce que ça a coûté, mais on ne met jamais en face les entrées des touristes. Les comptes de la vie culturelle ne sont pas faits, ou ils sont faits avec des préjugés. Donc je pense qu'il faudrait quand même aussi avancer là-dedans, parce que nous sommes vus... enfin, le comble, c'était Maurice Druon. Ces gens-là sont avec une sébille ou une grenade. C'était vraiment pas sérieux de dire ça. Nous sommes d'abord des êtres pacifiques, et nous n'avons que des projets de bonheur. Et rien que pour ça, il ne faut pas parler de nous comme ça.